Bonjour les camarades de la CGT FTDN2EA, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour camarades. Donc Régis Vieselli, secrétaire général du syndicat CGT FTDN2EA. C'est le syndicat de la filière traitement, déchets, nettoiement, eau, égout, assainissement de la ville de Paris. Donc on s'occupe essentiellement de toute la filière ouvrière de la direction de la propreté de l'eau à Paris. Sébastien Viger, je suis égoutier au STEVA, service technique de l'eau et de l'assainissement, et responsable du collectif égout du syndicat CGT FTDN2EA. Frédéric, donc égoutier aux ateliers de la Villette et membre de la commission exécutive du syndicat CGT FTDN2EA. Salut camarades, Christophe Farinet, agent supérieur d'exploitation dans le 14e arrondissement au STPP et secrétaire général adjoint du syndicat CGT FTDN2EA. Et juste pour ajouter, parce que j'ai oublié de le dire, je suis éboueur. Très bien. Alors aujourd'hui, on avait souhaité échanger sur la communication du directeur de la DPE qui nous a fait un petit article et qui détaille le bilan et le programme de 2022. Alors monsieur Benjamin Regnault, directeur de la DPE, présente le travail qu'effectue vos services comme étant une formidable machine du service public. Pour autant, est-ce que vous trouvez, vous les uns les autres, que le service rendu aux Parisiens soit d'aussi bonne qualité qu'il le prétend ? Oui, tu parles de l'interview qu'il a faite dans un petit magazine de la DPE, qui s'appelle le DPE Info, du premier trimestre 2022. Alors c'est une longue interview où il détaille un certain nombre de choses, et je te remercie quand même, le syndicat te remercie pour cette petite interview, parce que je pense qu'il faut on pense collectivement qu'il faut qu'on mette les choses à leur place. Pour revenir à ta question, si on pense que c'est bien ce qu'on fait à la ville de Paris, les services publics, etc., enfin le service public il fait bien les choses, nous on pense sincèrement qu'il pourrait mieux faire les choses. Et je ne sais pas quelle question tu vas poser derrière nous, mais en tout cas, on pense qu'il y a des vieilles recettes qui ont été employées à un moment donné de l'histoire, de la grande histoire de la propreté et de l'assainissement de Paris, qui auraient dû perdurer, qui ont été abandonnés, et aujourd'hui on est en train de réinventer, on va dire, l'eau chaude ou l'eau tiède pour remettre au goût du jour des vieilles recettes qui ont fait la fierté de Paris, autant sur les rues, autant dans l'espace public que dans le réseau souterrain, c'est-à-dire l'assainissement, qu'on ne voit pas, que les Parisiens ne voient pas aujourd'hui. Mais en tout cas, on pense qu'on peut largement l'améliorer. Ce service public, il est critiqué parce que, oui, on va dire, on manque de moyens, mais au-delà des moyens, il y a une désorganisation totale et qui est orchestrée par la direction. Et la direction, on le rappelle, elle est sous le joug de la mairie de Paris. Et juste pour la petite histoire, Madame Hidalgo, ça fait quand même près de 20 ans qu'elle siège, puisqu'elle a été première maire adjointe de Monsieur Delanoë. Donc l'histoire de la propreté, comme l'histoire de tous les services publics, elle la connaît par cœur, mais depuis qu'elle est là, oui, il y a des choses qui vont de plus en plus mal, à la propreté, à l'assainissement, mais on pourrait revisiter tous les services publics si on avait d'autres camarades autour de la table. Tout à fait. Si d'ailleurs on devait faire une analogie avec le sport, une équipe, quand elle joue mal, à un moment, l'entraîneur, il faut qu'il change. Si je peux me... Voilà. Bon, le directeur, quand même, il a l'air de dire que les Parisiens sont satisfaits, et on se posait la question un peu narquoisement, mais de quel Parisien parle-t-il en clair? Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'il ne fait pas trop Paris en périphérie, ou pour se satisfaire d'un retour aussi positif en termes d'efficacité, de ce qui pourrait être amené de façon plus significative aux gens qui vivent à Paris, mais qui ne sont pas dans des quartiers... D'après toi, comment sa vision de Paris il la voit? Alors pour ma part, je ne sais pas de quel Parisien il parle. Juste quand même, pour la petite histoire, alors on vient de vivre 2 ans de pandémie où il y a plus de touristes ou quasiment plus de touristes. Donc Paris, c'est pas simplement la propreté pour Paris. C'est à la fois pour les Parisiennes et les Parisiens, c'est aussi pour les travailleurs qui viennent travailler à Paris, parce qu'il y a des milliers, des millions de banlieusards qui
qui traversent Paris tous les jours, qui viennent travailler à Paris, et puis il y a les touristes, etc. Donc c'est pas simplement un service spécialement. On reviendra tout à l'heure certainement dans la discussion sur ce qui a été mis en place sur la pandémie, notre rôle en tant que service public de la propreté et de l'assainissement. Donc je ne sais pas de quel Parisien il parle. En même temps, je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de sondages qui sont parus, et notamment lors des dernières municipales, où les Parisiens se plaignaient. C'était d'ailleurs on va dire le premier point de mécontentement des Parisiens lors des dernières élections municipales, c'était la propreté. Donc est-ce qu'on a changé les choses en à peine 2 ans, depuis que Madame Hidalgo a été réélue? Est-ce qu'on a changé les choses? Je ne pense pas, en tout cas. C'est clairement non. Mais... Je pense que dans les questions que tu vas nous poser la question des moyens, des effectifs, oui, etc. Voilà, je pense sincèrement, pour ma part, que n'y a rien qui a changé depuis 2 ans. Bien au contraire, je pense que la désorganisation, elle s'amplifie. Et on met mal Paris. Après, quel Parisien et dans quel contexte? On voit par exemple une réorganisation du service où on supprime des effectifs le matin, donc des boueurs du matin, pour les passer d'après-midi, et on pense que depuis quelques années, on n'est plus à notre corps de métier de faire de la propreté. On est là pour faire du spectacle, c'est-à-dire de la communication. Il faut voir du vert et du jaune dans Paris sur toute la journée, de 6h à 22h, mais même si on ne fait pas de propreté, il faut nous voir. Et en fait, c'est essentiellement ce rôle qu'on a aujourd'hui, c'est de la communication. Mais justement, on pourrait s'améliorer autrement. En parlant des gens peu visibles aussi, on entend décrire le réseau, par exemple, des évacuations des eaux usées de Paris, comme étant, c'est vrai, une grande, véritable prouesse industrielle qu'il faut préserver, entretenir, mais les égoutiers, on en parle assez des égoutiers? Alors pour ma part, on n'en parle pas assez, je laisserai mes camarades revenir sur justement ce qu'ils parlent, et notamment dans le 13e arrondissement, près de la gare d'Austerlitz, pour récupérer les eaux de pluie, mais les égoutiers, on n'en parle pas, et on n'en parle pas assez parce que... on ne voit pas. Voilà. Sébastien l'a dit, on ne voit pas les égoutiers, on ne voit pas ces équipes parce qu'elles travaillent en souterrain, et pourtant heureusement qu'elles sont là parce que tout comme les éboueurs, d'abord je rappelle quand même que moi je suis arrivé à la ville en 1994, un peu avant 1994 il y avait plus de 1000 égoutiers aujourd'hui ils sont à peine 240, que les choses elles ont été privatisées, que par exemple tout citoyen s'il ne voit pas les égoutiers il sent quelques odeurs. Et quand on est dans Paris, qu'on se balade dans Paris, quand on sent les odeurs d'égout, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'effectifs dans le réseau, et qu'aujourd'hui on fait appel, c'est-à-dire qu'on fait du curatif. Avant, les égoutiers faisaient comme les éboueurs, ils entretenaient le réseau, ils faisaient du préventif, et aujourd'hui on en est à faire du curatif. Parce que quand un égout est bouché, c'est comme quand le chiotte est bouché. Au lieu d'avoir entretenu avant, on attend qu'il se bouge pour justement enlever les tapis de graisse, etc. Mais je laisserai mes camarades répondre sur la question que tu me poses. On ne pourrait plus arriver à vivre ensemble. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, tu l'as évoqué tout à l'heure, on se posait la question, compte tenu des risques qui ont été pris aussi par tous les collègues. Pendant la crise majeure, vous avez été au front et au péril de vos vies. Est-ce que tu dirais que les agents de la ville ont été récompensés pour leur dévouement envers la population? Est-ce que les agents ont demandé à être récompensés? Je pense que les agents, mais c'est comme dans les hôpitaux, il n'y a personne qui a demandé à être récompensé. Personne. Personne n'a demandé à être récompensé. Et nous, on n'est pas là pour être récompensés. Nous, on est là pour faire un travail, nous sommes fonctionnaires, et tant qu'il en existe, il faut peut-être en profiter un petit peu, avoir un statut, et on est là pour faire un boulot. Et sans être récompensé, suffisamment considéré, ou là c'est différent. Ou vraiment... là c'est différent. Que tous ces corps de métier... Juste quand même pour la petite histoire, Madame la maire de Paris, en fait, elle a eu peur qu'on ne vienne pas au boulot pendant la pandémie, pendant le premier confinement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a octroyé une prime, je le dis comme ça, 35 € par jour de travail. Une carotte. 35 € par jour de travail. Par contre, quand le confinement s'est arrêté, c'est-à-dire autour du 16 mai, au bout de 2 mois, le Covid, il était toujours là, il était toujours présent. Et bien tout le monde est revenu au boulot sans les 35 balles, et personne n'a rechigné au boulot. Donc il n'y avait pas besoin de carottes. On sait, nous, que le service public, on ne marche pas à la carotte. Par contre, le service public, il a besoin de moyens. Et juste pour rappel,
pendant le confinement, et peut-être que tu y viendras, puisque M. Regnault il s'épanche sur la qualité, les conditions de travail pendant la pandémie des ouvriers, etc., que la direction, elle a activement mené des choses, donné des masques, etc., etc. Juste pour rappel, en tout cas je le rappellerai à monsieur le directeur, et puis je pourrais peut-être le rappeler en 2023 devant un tribunal, que tout ce qui a été mis en place à la DPE en tout cas, tout ce qui a été mis en place à la DPE, c'est la CGT qui l'a gagné, la CGT FTDN 2A, dans des conditions difficiles, parce qu'au début, il n'y avait pas de masque, au début, on employait l'eau non potable, etc., etc. Tout ce qui a été mis en place comme sécurité pour les agents, pour qu'ils travaillent à peu près correctement, c'est parce que la CGT, elle a fait des droits d'alerte, elle est montée au créneau dans les CHSCT, elle est montée au créneau dans les CT, elle est montée au créneau partout, et c'est nous, représentants des travailleurs, qui avons amené les choses, surtout pas la direction. La direction, elle a essayé de minimiser l'affaire pour justement donner le moins de moyens possible. Mais on y reviendra en 2023 devant la justice, et la justice n'est pas à huis clos. Donc ma question d'après, elle va rebondir sur tout ça. Il déclare vouloir faire appel davantage aux services en régie plutôt qu'aux prestataires privés. Est-ce que tu crois que tout ce qui est mis en place, va réellement dans ce sens, ou c'est... Alors, cette question elle est intéressante parce que d'abord il faut parler du parcours de Benjamin Regnault. Benjamin Regnault, c'est quelqu'un qui était à la DRH à la SNCF et qui a contribué à la casse du statut des cheminots. Donc déjà, par son parcours professionnel, il nous démontre que ce n'est pas quelqu'un qui est pour la régie. En ce qui concerne la propreté de Paris et l'assainissement de Paris, notre organisation syndicale CGT FTDN 2A, par 2 reprises l'a contré sur des projets qu'il avait en interpellant notre élue de tutelle, Mme Colombe-Rossel. Il nous avait affirmé qu'il comptait privatiser l'ensemble de la collecte à Paris, à savoir qu'aujourd'hui la moitié est en régie et la moitié est en privé, et qu'il comptait aussi privatiser entièrement le STEA. Et donc, quand il nous explique dans cette interview qu'il est pour la régie, nous, ça nous fait déjà doucement rigoler par rapport à ça. Ensuite, s'il était pour la régie, il n'y aurait pas les embauches d'emploi pacte à 130 agents par an. Pour combler les embauches des boueurs qui pourraient faire autrement. Ils pourraient les embaucher en étant fonctionnaires directement. Juste aussi, on porte depuis de nombreuses années, mais depuis que le syndicat FTDN 2A est créé, on porte une revendication de remunicipalisation totale des missions confiées au privé, complètement. Ce projet, on l'a porté, d'ailleurs on avait fait une petite vidéo explicative sur comment on voyait les choses. Aujourd'hui, personne ne nous a écoutés. Je vais même aller plus loin. Aucun parti politique, alors qu'on a été les voir, on a rencontré les maires d'arrondissement, etc. Parce qu'on a la propreté de Paris et l'assainissement, on contribue par leur action à la casse on va dire, la casse du réchauffement climatique, je vais le dire comme ça, et malgré ça, malgré toutes les idées qu'on a portées d'organisation du travail, pour moins polluer, pour moins faire polluer, de tri des déchets, etc., y compris à l'assainissement, de porter un certain nombre de choses, parce qu'on peut se servir de l'assainissement sur la contribution à aider à chauffer, etc. Et en lien, je le dis comme ça, en lien avec nos camarades de l'énergie, on aurait pu faire des choses, personne ne nous a écoutés. Pourtant, aujourd'hui, la maire de Paris, elle monte une direction avec essentiellement des cadres qu'elle appelle la DTEC, c'est la direction de la transition écologique et climatique. Mais ok, sauf que pourquoi on n'a pas écouté une organisation syndicale
qui, je le rappelle, est composé de travailleurs de la ville de Paris, de fonctionnaires et non fonctionnaires de la ville de Paris, qui ont des idées sur le boulot. Quand M. Regnault dit on écoute tout le monde, etc. Non, on n'écoute pas tout le monde. Il affirme écoute. que sa porte est grande ouverte hein, pour Oui. Discuter d'aborder des sujets de fond. Il Comme il faut dit. mettre des coups de pied quand même. Voilà, Hein, donc il l'écrit ça. Il peut écrire ce qu'il veut. Monsieur le directeur, il va être témoin, mais en même temps, il est acteur, comme Madame Hidalgo. On a déposé 4 préavis de grève, 3 préavis de grève, un pour le 21, un pour le 22 et un pour le 23 mars prochain. Mais comme tous les préavis de grève, pour l'instant, on n'a rien de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'elle est tenue par la loi de nous recevoir, elle est tenue par la loi de négocier dans le cadre d'un préavis de grève. On est aujourd'hui le 14 mars, on n'a toujours rien. Donc le dialogue social, c'est du monologue. Oui, on pourrait l'appeler comme ça, bien, du monologue social. Le monologue social. Voilà, c'est ça. Ok, parlons un petit peu du droit de grève, qu'il dit être soumis aux règles du général du vivre ensemble, enfin des règles générales de vivre ensemble. On ne comprend pas bien. On voudrait qu'on nous explique Alors on ça. ne comprend pas bien, alors c'est sûr que... Parce que ma question d'après, je vais te la faire maintenant, c'est quand il dit que ceux qui ont fait un choix de se manifester, un choix de gréver, sont irrespectueux et empêchent les collègues non grévistes de travailler. Explique-nous. Ouais. Alors déjà, on n'empêche personne de travailler. Il a raison, M. Regnault, le directeur, de rappeler qu'il y a un certain nombre de règles. Le droit de grève, il est constitutionnel, il est encadré par la loi. En même temps, je viens de le dire, je n'avais pas anticipé ta question, hein, mais je viens de le dire. La loi, elle donne un certain nombre de droits aux travailleurs, de devoirs aux travailleurs. Par contre, elle donne un certain nombre aussi de devoirs de l'employeur. Moi, le 21, j'ai pas envie d'être en grève. Le 22, j'ai pas envie d'être en grève. Le 23, j'ai pas envie d'être en grève. Par contre, il faut que l'employeur négocie sur les revendications qu'on a portées. Je ne sais pas si dans les questions que tu vas me poser, c'est les revendications qu'on porte, mais on va y revenir tout à l'heure. Par contre, lui, c'est faites grève à la maison, ne nous embêtez pas, on va trouver les moyens. Par exemple, il y a quelque chose qui est interdit par la loi, c'est de faire remplacer les travailleurs en grève par d'autres non-grévistes, par une autre entreprise. Et quand on voit à la ville de Paris que quand les travailleurs des sociétés privées, puisque Christophe le rappelait tout à l'heure, par exemple à la propreté, 10 arrondissements de collecte des ordures ménagères et des multimatériaux sont confiés à des entreprises privées, à 5 entreprises privées. Quand il y a des travailleurs d'une entreprise privée qui sont en grève, on prend une autre entreprise privée pour casser la grève et pour les remplacer. Oui, quand la régie est en grève, eh bien ça c'est interdit par la loi. Donc M. Regnault, il nous dit que nous sommes violents, il nous dit qu'on fait des actions grévistes contre la loi. Pourtant, la maire de Paris, avec la direction, ils emploient des moyens qui sont hors la loi aussi. Derrière, là, il vient de condamner, il y a des camarades d'une autre organisation syndicale qui sont en grève dans un service de nuit à la fonctionnelle. Moi, je ne sais pas pendant ce mouvement de grève, il y a eu, soi-disant, d'ailleurs, il a rappelé dernièrement dans une petite communication, il y a eu, soi-disant, des dégradations de fait, et tout de suite, on va porter plainte. Oui, mais est-ce qu'il a reçu? D'ailleurs, il le dit dans son interview, on portera plainte à chaque fois. Mais c'est ça, en fait, le dialogue social? C'est on ne négocie rien, on ne discute de rien. Par contre, on attend que les gens... On taquine les agents, on pousse les agents à bout. Et puis quand il déroge un petit peu là, de la route, là, comme il dit, quand il dépasse le fil rouge, la ligne rouge, là, alors la ligne rouge, je ne sais pas si c'est notre drapeau ou quoi, quand il dépasse la ligne rouge, eh bien là, on va porter plainte. C'est ça le dialogue social. Mais c'est pas ça le dialogue social. Le dialogue social, c'est recevoir les agents, recevoir les organisations syndicales représentatives. Comment dire, le fait de ne pas être reçu devient trop pénible, ton syndicat est amené à faire des actions assez fortes, que lui considère être presque du vandalisme. Et donc voilà, bon, nous, le mode d'action, la colère, il faut bien qu'elle s'exprime, et quand on n'arrive pas à la faire entendre, et ben on monte d'un cran, c'est ce que tu dis. Oui, ouais. Et puis tu as bien résumé les choses, on ne va pas aller plus loin que ça, mais tu as bien résumé les choses. Mais quand les gens sont en colère, ils sont en colère. Voilà.
Je rajouterais que là, on est en grève le 21, 22, 23 mars, mais avant de déposer les préavis de grève, il s'est passé des choses. Nous avons été reçus au mois de novembre. On nous dit au mois de fin novembre qu'on nous met un calendrier, enfin un calendrier sans nous préciser des dates, de dates en plus, en nous disant vous allez être reçus sur tel et tel sujet, notamment 8 sujets. Lors du dernier comité technique des PE, il y a 8 sujets où nous devons être reçus. Ben, ce jour, on attend encore les sujets. Ah si, il y a eu une petite réponse du directeur sur un des sujets. Non, c'est zéro communication. Alors c'est pas du directeur, c'est de la DRH. Sur un des sujets, tu as raison, c'est sur les grilles indiciaires, c'est celui-là que tu parles. Sauf qu'il n'évacue pas l'ensemble des autres sujets. Donc, dans notre préavis de grève, on s'est consacré à 2 revendications, et je le dis comme ça, parce qu'il y a une 3e revendication, c'est pour justement les emplois précaires. Aujourd'hui, ces emplois précaires, ils travaillent comme nous, et nous on revendique qu'ils travaillent qu'à travail égal, salaire égal. Donc tous ceux qu'ils embauchent aujourd'hui, ils n'ont pas la prime, ce qu'on dit, la prime d'installation. Alors c'est un fait, c'est la loi. Par contre, la maire de Paris qui, en tant que candidate, appelle à l'augmentation des salaires des fonctionnaires, des premières lignes, etc., etc., en tant que maire de Paris, il faudrait qu'elle mette en place un certain nombre de choses. Et elle peut le faire. Donc les emplois précaires, déjà, nous on dit il faut embaucher des fonctionnaires. Pour être éboueur, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 3, etc. Hein. Il faut savoir lire, écrire et porter un sac de gravats. C'est ça l'examen d'embauche. Donc aujourd'hui, quand on me dit on embauche des précaires pour déprécariser ces précaires, moi je ne comprends pas. Et en même temps, on les précarise encore plus parce qu'ils ont le droit à une prime, normalement, quand ils deviennent fonctionnaires, une prime dite d'installation, ils n'y ont plus le droit. Donc aujourd'hui, en fait, c'est des économies qu'on fait sur le dos de travailleurs. Voilà. La deuxième chose, c'est sur les sujets qu'on porte, c'est-à-dire sur les reclassements et déroulements de carrière de toute la filière ouvrière, eh bien, ils sont à même de nous répondre. Alors, ils ont évacué par un contrôle de légalité sur un petit bout de la revendication. Mais comme dit mon camarade Fred, on les a relancés, on leur a fait des écrits, depuis le mois de novembre, mais bien avant, on les taquine pour leur dire recevez-nous, etc. Et aujourd'hui, on va nous dire, le 21, vous allez dépasser la ligne rouge, donc on portera plainte contre vous, plutôt que de nous avoir reçus. C'est ça qu'il appelle le dialogue social. L'article est quand même très empreint de mauvaise foi. C'est ça, c'est ça. Mais je reviendrai sur les... Pardon. Je reviendrai sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à, comment dire, la pandémie. Régis l'a dit, ça a commencé par un droit d'alerte à l'assainissement concernant la crise Covid. Hein. Et après, par le non-respect des instances CHSCT qui ont continué, on va dire, toute l'année 2020. Si on n'était pas intervenu, ça va sur la dotation de pays, enfin de masques pour de masques ventilation, aussi, pour les masques ventilés pour les égoutiers, sur les masques en tant que tels, la dotation de masques en tant que tels, masques chirurgicaux pour les équipes, jusqu'à la ventilation des locaux, jusqu'à la dotation de visières, hein, où notre cher directeur voulait nous doter les éboueurs de visières. C'était style des intercalaires tenus avec un petit fil d'élastique. Oui, mais on a le sentiment dans l'article qu'il voit la propreté et au corps de métier, il ne regarde que la résultance vue à travers le prisme de l'œil du Parisien qu'il choisit. Il n'a pas vraiment conscience, on a l'impression, hein, on ne s'imprègne pas des réalités, quoi, de vos métiers, de la pénibilité, de la charge de travail, des risques encourus. Donc il emploie des mots proximité, réactivité et adaptabilité, mais il ne vous parle pas à vous, il parle aux Parisiens. Oui. Il les rassure, il les conforte qu'il ira dans le bon sens. Et pourtant, tout ce qui est mis en œuvre, et puis même la non-communication, démontre bien que c'est pas la réalité, quoi.
Je ne sais pas si les Parisiens liront cette interview de notre directeur. En tout cas, nous, on l'a lu. On aurait pu faire le choix de répondre hein, phrase par phrase, sujet par sujet à l'écrit. On pourrait écrire un bouquin. Mais il ne communique pas que par l'article. Non, mais j'entends. Ça doit être son discours. J'entends. Pour l'ensemble, c'est le discours qu'il emploie, c'est sa méthode. Tout à fait. Par contre, quand il parle justement de mettre en place des choses de réactivité, etc., ils ont mis, par exemple, en place aide-moi, Christophe, les gens de proximité, là, les conseils de quartier, les référents de conseils de quartier. Les référents de conseils de quartier. Donc on a mis en place, donc c'est à l'essai, on va en mettre en place, a priori, on va en mettre en place sur tout Paris. Dans chaque conseil de quartier, on aura un référent. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un essai sur 14 quartiers. Ils s'en plaignent pas, c'est formidable. Donc c'est 14 personnes qui s'occupent dans 14 conseils de quartier, qui s'occupent d'avoir un lien entre les Parisiennes, les Parisiens, les usagers du service public, hein, de l'espace public, et nos équipes. Alors, pas simplement. T'as pas l'impression que c'est rajouter un maillon qui va entraver en fait le rapport aux Parisiens avec les gens qui travaillent dans le quartier. Cette chose-là, elle existait peut-être avant même la naissance de notre directeur. En tout cas, moi je l'ai connu. 1994, je suis éboueur, je travaillais sur un quartier, sur un canton, qu'on appelait un canton, et je l'avais en pied. Et tous les éboueurs avaient un canton en pied. Ça veut dire que tous les jours, je faisais la même chose, le même canton. Et je connaissais les Parisiennes, les Parisiens, les commerçants, les gardiens, les gardiennes d'immeubles, etc. Je les connaissais. Parce qu'il y a un lien social qui s'est... et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le quartier, eh bien, il me le disait. Moi, j'avais juste à aller voir mon chef d'équipe en lui disant, bah tiens, on m'a dit ça. Mais y compris quand un gardien, une gardienne, pour X raisons, n'avait pas rangé ses conteneurs en temps et en heure, pourtant la benne était passée. Eh bien, je savais lui dire, hey, c'est dans la demi-heure. Le lendemain, il ne refaisait pas. Il n'y avait pas besoin d'amende, etc. Il y avait des choses humaines. Et ça, c'est la proximité. Donc, que je disais tout à l'heure, il n'a pas inventé ni l'eau chaude ni l'eau tiède. Il se resserre de vieilles recettes. Par contre, ils les font autrement. C'est-à-dire qu'il va confier la mission à quelqu'un qui va s'occuper d'un quartier. On va lui filer une belle tablette avec un email, un téléphone, parce que c'est l'intelligence artificielle. Comme on confie aux Parisiens l'application dans ma rue. En fait, j'ai plus besoin de chef demain. Il suffit que les Parisiens, les Parisiennes, ils utilisent bien dans ma rue, et puis derrière, tout se fait. Mais demain, on va confier un balai à chaque Parisien, chaque Parisienne, et puis ils vont balayer leur rue aussi. D'accord? Donc j'ai pas besoin de ces... Par contre, comme tu dis, c'est pas un maillon supplémentaire, c'est essentiellement de la communication. Puis après, on joue avec l'argent du contribuable quand même. Parce que sur ces 14 là, on va retrouver un éboueur, on va retrouver un chef, enfin, un TSO chez nous, on va retrouver un agent de maîtrise, on peut retrouver un cadre sur la même mission, sur le même métier. Mais comment ça? Mais dans la fonction publique, on ne fait pas ça. Un éboueur, il fait éboueur. Il ne va pas demain remplacer l'ingénieur. L'ingénieur, il a fait les écoles, etc. Mais si on va là-dedans, là, mais demain, on va faire tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est la polyvalence à outrance, alors qu'on la revendique, cette polyvalence, mais dans notre métier. En tout cas, chez les éboueurs, moi, je ne fais pas que balayer. Je balaye, je peux conduire des petits engins, je fais la collecte des ordures ménagères, je déblaye les marchés, je fais les grilles d'arbres, je déblaye la neige, je casse la glace quand il y a du verglas, etc. Ça, c'est nos missions. J'en donne que quelques-unes. Mais là, derrière, il va me donner une nouvelle mission, et demain, donc les ingénieurs, avec son idée géniale, les ingénieurs, ils viendront balayer. Et moi, éboueur, je ferai le métier d'ingénieur. Mais où on va? Donc, en fait, ce monsieur-là, avec ses bonnes idées, elles ne viennent pas de lui d'ailleurs, elles viennent de l'élu chargé de la propreté. Alors, peut-être qu'ils parlent dans leur bureau et « Ah, super, on a une putain d'idée, machin, etc. » Mais derrière, tu casses tout, mon gars. Tu casses le statut, tu casses tout. Et tu casses pas simplement le statut de l'éboueur,
que tu ne respectes pas trop. Tu casses y compris le statut de tes propres encadrants, de tes propres cadres, d'accord, avec ceux que tu discutes tous les jours. Donc ça va pas. Il faut que ce monsieur, il connaisse un peu mieux le service public, son statut, et puis notre statut, et puis ce qu'on veut. Mais derrière, nous, ce qu'on veut, c'est rendre Paris propre partout, en même temps, et tous les jours, etc. Par contre, on n'est pas à disposition de je ne sais trop quelle place qui cherche derrière. Quoi. Parce Alors, que derrière, ils font leur CV. Au vu du non-dialogue manifeste et du peu d'utilisation bénéfique qu'il ferait à rencontrer les organisations syndicales, etc., il dit quand même dans son article qu'il souhaite, alors c'est pas paradoxal, mais qu'il souhaite que la mobilisation soit forte concernant les élections professionnelles. Alors, est-ce que c'est narquois, c'est un vœu pieux? Alors, si c'est pas un vœu pieux, c'est un vieux pneu, mais en tout cas, sur les élections professionnelles, tant mieux qu'il souhaite ça. Nous, on le souhaite aussi, mais c'est comme pour les élections, on va dire, politiques. C'est dommage qu'il y ait autant de gens qui s'abstiennent. Alors, chez nous, dans les élections professionnelles, on ne va pas faire le même rapport qu'aux élections politiques. On a une maire qui, y compris, elle écrit dans ses livres, etc., que le vote, il doit se faire à l'urne. Voilà. Il doit se faire à l'urne parce que c'est avec la bonne vieille urne qu'on travaille le mieux, etc. Sauf que depuis 2 élections, Madame la maire de Paris, elle met l'intelligence artificielle, on va dire. Aux dernières élections professionnelles, elle a mis en place le vote par correspondance. Alors c'était pour des solutions de facilité, pour qu'on vote plus, etc. Ben non, on a moins voté. Mais elle continue. Là, elle va nous mettre l'intelligence artificielle au bout du bout, c'est-à-dire qu'on va voter électroniquement. Je ne suis pas certain que ça fonctionne, mais on verra bien le résultat. Mais moi aussi, je suis d'accord que oui, il faut que ces élections... Mais après... Il ne faut pas enlever des droits aux agents parce que monsieur le directeur, je pense qu'il a oublié un certain nombre de choses. Il y a une loi qui vient d'être, depuis 2019 qui est en place, c'est la loi sur la transformation de la fonction publique. Où au-delà de transformer la fonction publique, comme la loi du travail, c'est-à-dire la loi travail, la loi El Khomri, elle enlève des droits aux salariés pour pouvoir défendre leur boulot, leurs conditions de travail, etc., etc., en fusionnant le CHSCT et le comité technique. C'est-à-dire qu'on passe à la moulinette tous les droits des agents et de leurs représentants. Donc après, ils s'étonnent qu'il y a de l'abstention, machin, etc. Mais enlève des droits aux agents, ils vont se dire à quoi ça sert que je vote, puisque de toute façon, nos représentants ne peuvent plus rien faire. Donc moi, j'espère que tout le monde va voter, qu'il y a un maximum de camarades qui vont voter CGT, parce que de toute façon, en tout cas, nous, on défendra, avec même moins de droits, on défendra bec et ongle les revendications des personnels. Parce que notre organisation syndicale, elle est là pour ça. Je ne dis pas que les autres organisations syndicales ne sont pas là pour ça. En tout cas, nous, on est là pour ça. Voilà. Ok. Alors, on va refaire un petit retour en arrière. Donc, 2 questions en une. Selon son concept, vous êtes la direction de la transition écologique appliquée. Alors, est-ce qu'on pense comprendre que ça va élargir votre champ d'activité? Et puis, il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, la 3e collecte, et notamment, il parle dans l'article des biodéchets, un peu, il faut rééduquer tout le monde. Et pour ça, on va collecter pas plus, mais mieux. Alors, Alors déjà, la direction de l'écologie, juste un petit rappel dans l'histoire. Avant 2001, on s'appelait la direction de la protection de l'environnement. On nous a enlevé ce mot-là pour nous appeler la direction de la propreté et de l'eau. Ouais, ils n'avaient pas dû voir le réchauffement climatique il y a 20 ans, là, Madame Hidalgo et un certain nombre de... D'ailleurs, l'élu en charge de la propreté, de la direction de la protection de l'environnement, c'était un élu vert à l'époque. Il nous a appelé la direction de la propreté et de l'eau pour passer le mot environnement au parc et jardin, aux espaces verts. Voilà. Et puis, 20 ans plus tard, la même maire, en tout cas le même parti politique, il dit « Oh merde, il y a le réchauffement climatique, alors on crée la direction de la transition écologique et climatique. » Voilà.
En fait, c'est essentiellement que de la communication. Mais je le disais tout à l'heure dans une de tes... Je répondais par rapport à une autre de tes questions. Nous, on a posé un projet de remunicipalisation. Et ce projet, il n'est pas simplement pour avoir plus de fonctionnaires, il n'est pas là simplement pour avoir plus de moyens. Il est là à la fois pour rendre un service public de la propreté et de l'assainissement de haute qualité, mais dans le même temps, eh bien, il combattait le réchauffement climatique. C'était notre projet, qui est toujours notre projet. Le problème, c'est que sur toutes les questions qu'on a posées, ils ne répondent pas, parce que ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux qui ont fait de hautes études. Ça vient d'ouvriers, de la filière ouvrière, hein, qui sont éboueurs, qui sont égoutiers, qui sont conducteurs de bennes, qui sont personnels de maîtrise, qui sont encadrants, techniciens, TSO, etc. Ça vient d'eux. Et ça vient d'une organisation syndicale, CGT, alors qui dit légitime, sauf qu'il ne veut pas la recevoir. Enfin, sauf qu'il ne veut pas la recevoir, ou alors il veut la recevoir, mais sur ses sujets à lui, mais pas sur les revendications qu'on porte. Donc, le directeur, quand il... Alors, et puis après, il parle de, tu dis, artificiel ou l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui. C'est ça? Là, j'ai pas parlé de ça, je parlais plutôt de on voulait savoir si, comment dirais-je, collecter mieux et pas plus. Voilà. Est-ce que de toute façon, ça rajoute un certain nombre de... La collecte, elle doit se faire avec des bacs. Il parle comment dire, d'engagement personnel de tout à chacun, etc. Voilà. Bon. En fait, c'est la même communication que le gouvernement. C'est-à-dire que si c'est sale dans Paris, c'est pas de notre faute à nous, c'est la faute des Parisiennes, des Parisiens, des usagers. Mais c'est ça. D'ailleurs, il le dit à un moment donné. Oui. Hein. Quand on est obligé de ramasser un sapin de Noël, je crois, il dit c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déposé avant. Oui, ok. Enfin, juste quand même, Paris, c'est quand même pas un village. Hein. C'est plus de 2 millions d'habitants. Alors là, c'est la pandémie, il y a moins de touristes. Mais ça ne se gère pas comme un village de province de 250 habitants. Chaque quartier est un petit village. Donc après, ça se gère autrement, Paris. Et il faut qu'on soit là tout le temps. Et en tout cas, il faut qu'on soit là au petit matin. Alors, mais juste, oui, on va ramasser mieux. Pas plus, mais mieux. On va mettre en place, par exemple, la collecte C3, c'est-à-dire un 3e jour de collecte à partir de septembre, ce qu'on appelle des multimatériaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement, ce qu'on dit, c'est les bacs jaunes. Ouais. 0 effectif supplémentaire. Voilà. Donc on va le faire mieux. C'est comment on va le faire mieux? On va pousser les gens à bout dans leur travail, c'est-à-dire qu'on va rallonger les itinéraires de collecte avec toujours le même nombre de personnel, pas plus, pas moins, mis à part chez les conducteurs où il y aura 18 conducteurs de plus, ils ont 6 garages, ça fait à peine 3 conducteurs par garage. Voilà. Donc on va rallonger, ça sera au détriment d'autres choses comme le balayage, comme le lavage des rues, etc., etc. Et tout est fait comme ça. Et en fait, ce n'est que de la communication et rien de plus. Par contre, moi je vais pas prédire l'avenir parce que j'ai pas de boule de cristal sur moi, devant moi, et je ne suis pas devin, mais je pense qu'à partir de septembre, la propreté des rues à Paris va s'aggraver. Elle va s'aggraver. Mais au-delà de ça, ce qui va s'aggraver, c'est aussi les conditions de travail. Et au-delà de ça, quand on a de mauvaises conditions de travail, les agents, ils ont de plus en plus d'accidents de travail, ils sont fatigués, ça entraîne des maladies, etc. Et on a de moins d'agents bien dans leur corps, dans leur tête, etc. et qui ont envie de venir, pas qui ont envie de venir bosser, parce qu'ils viennent bosser. Mais c'est ça la problématique. Ben voilà, justement, donc dans ma boule de cristal qui se trompe jamais, prochainement, les Jeux Olympiques 2024, ça va amener un espace, une utilisation de l'espace plus densifiée, forcément. Est-ce que tu penses que la ville anticipe correctement les moyens qu'il faudra déployer pour entretenir puisque c'est le prochain Saint Graal. Je ne pense pas. Alors, quand il parle des JO 2024, je ne sais pas s'il parle simplement de la propreté, il doit avoir dans la tête aussi la Seine propre où on va pouvoir se baigner, machin, etc. C'est un vieux désir d'un grand nombre de politiques. Je crois que le premier qui voulait se baigner dans la Seine, c'était Jacques Chirac. Donc aujourd'hui, le fils de Madame Hidalgo, c'est pas baigné, hein, il a nagé, il a fait un
un exploit sportif hein, dans la Seine, hein, parce que je ne sais plus combien de kilomètres il a fait, mais bravo, voilà. Par contre, donc, je ne sais pas de quoi il parle, mais juste quand même, hein, la visite hein, des pontes du CIO, hein, quand ils sont venus visiter Paris, hein, ils ne le savent pas, on peut leur dire maintenant. Il y avait les équipes de la propreté qui sont passées juste avant eux pour nettoyer, pour enlever les tags, etc. Ce sont nos fameux Parisiens. Voilà. Et une fois qu'ils sont partis, les tags sont revenus. La propreté, elle est toujours ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, en fait, encore une fois, c'est essentiellement de la communication. Alors après, moi, je ne sais pas si nos camarades égoutiers pourront tout régler pour que la Seine, on puisse se baigner dedans. En tout état de cause, nous on sait que, y compris dans le service, il manque de moyens, il manque d'effectifs, il manque... c'est de l'esbrouf un peu. Il manque cruellement de, on va dire, de reconnaissance de leur travail, de la pénibilité qu'ils ont au travail. D'ailleurs, enfin, je ne veux pas m'étendre sur plus de choses que ça, mais en tout cas, voilà. Bon, bah, Si t'as pas d'autres questions, moi j'ai un petit dernier truc parce que je parle beaucoup, et c'est vrai que je laisse pas souvent la parole, mes camarades, en même temps ils ont pas envie de parler, c'est comme ça. Je rappelle juste aux Parisiennes et aux Parisiens, aux usagers de l'espace public et de Paris, à partir du 21 mars, on risque d'être en grève. Je dis on risque parce que à tout moment, la maire de Paris peut nous appeler en nous disant on négocie. On n'a pas 50 revendications, on a une revendication sur ce qu'on va appeler vulgairement les salaires de toute la filière ouvrière, donc les égoutiers, les éboueurs, les conducteurs, les TSO, les personnels de maîtrise, les adjoints techniques, ceux que les Parisiennes et Parisiens ont applaudi lors du premier confinement, hein, puisqu'ils étaient là pour ramasser leurs poubelles, ils étaient là pour tout un tas de choses. Donc on sera peut-être en grève. Il y aura certainement des actions. Mais je tiens à le dire, il y aura plainte du directeur parce qu'il le dit. Celle qui prend en otage les Parisiennes et les Parisiens, c'est Madame Hidalgo, c'est pas nous. Nous, on veut négocier. Les négociations, Fred l'a dit tout à l'heure, depuis le mois de novembre, au moins le mois de novembre, on a envoyé, je ne sais plus combien de courriers, mais en tout cas, on a envoyé des courriers. Aujourd'hui, comme ils font la sourde oreille, eh bien on passe à l'arme ultime, entre guillemets, c'est préavis de grève, et on donne les moyens au personnel de se défendre. Après, il y aura beaucoup de grévistes ou pas, je n'en sais rien, parce que là, encore une fois, j'ai pas de... Mais on sait que la colère est là, voilà, et que c'est pas des interviews telles que celle-là qui vont rassurer les personnels, c'est pas comme ça. Donc à partir du 21, s'il y a des actions grévistes, s'il y a des poubelles qui s'entassent dans les rues de Paris, eh bien la seule fautive, c'est Madame Hidalgo et celles et ceux qu'elle met en place pour gérer la misère, on va dire. Merci les copains. Eh bien merci à toi et puis à très bientôt. À bientôt.